moment est venu de faire les choses, il faut les faire, quel que soit le prix à en payer. Moi, quand je vois quelqu'un qui fait un truc, je me dis qu'il va pouvoir aussi y arriver. Quand tu pars de zéro et que tu veux arriver quelque part, il faut que tu mettes les bouchées doubles, voire les bouchées triples. Entrepreneur, c'est un vrai choix de vie. L'entrepreneuriat, c'est 95% de sueur pour 5% de bonheur. Bonjour à tous et bienvenue dans The Next, un podcast sur l'entrepreneuriat et la tech française. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean-Pierre Nadir, multi-entrepreneur dans l'univers de la presse et des voyages notamment. Il est le cofondateur entre autres d'Easy Voyage ou encore de Fairmove. Bonjour Jean-Pierre, merci d'être avec nous. Bonjour Margot. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, vous présenter vous et votre parcours ? C'est très complet ce que vous avez fait déjà Margot, mais je peux évidemment en dire un peu plus. Donc moi, Jean-Pierre Nadir, donc j'ai 56 ans, je suis entrepreneur depuis l'âge de 21 ans, parce que j'ai créé ma première entreprise à la sortie de mes études, qui donc ont été courtes. J'ai fait un bac+2, une école de pub, et puis j'ai contribué à développer une agence de marketing direct qui s'appelait 8e Média, et en même temps, en parallèle de quoi, j'ai lancé le Uber Eats de l'époque, c'est-à-dire une entreprise de restauration, donc d'abord en entreprise, qui s'appelait Restauraphone. Quand je dis Uber Eats, c'est parce que j'ai été contracté avec des restaurants pour produire des repas que je livrais ensuite aux entreprises. Là, on est en 89, donc c'était très très innovant. Ensuite de quoi, j'ai créé la première entreprise de livraison de pizza à domicile, Miss Pizza. En parallèle, j'étais devenu actionnaire du groupe Entreprendre, le fameux magazine Entreprendre animé et développé par Robert Laffont, qui m'avait fait venir donc avec lui. Et voilà, en 2 ans, j'ai gagné pas mal d'argent. Et avec ça, j'ai lancé un magazine de voyage autour duquel j'ai créé un groupe de presse, puisque en 10 ans, je suis rentré dans les 15 premiers groupes de presse magazine donc français, que j'ai revendu. Bon, j'ai eu des hauts et des bas dans ce groupe. La presse, c'est jamais un long fleuve tranquille. Et donc, j'ai fait des magazines dans le domaine du loisir, mais assez variés. J'ai fait un magazine de cuisiner, qui a vendu jusqu'à 400 000 exemplaires. J'ai fait un magazine sur le sport, un magazine sur la mer, etc. Et puis, j'ai vendu en 99. Et là, après quelques mois de transition, pas un an tout à fait, j'ai créé Easy Voyage, fort de toutes mes connaissances, c'est-à-dire la capacité à développer des contenus, ma vision du monde du voyage. Vous comprenez bien que Internet allait révolutionner un peu tous les secteurs dans le e-commerce, mais quand même, certains secteurs allaient être plus impactés que d'autres, et le voyage était probablement l'un des secteurs qui allait être révolutionné par cet accès à l'information, accès au stock, accès au prix, capacité à comparer les différents acteurs, yield, des prix en temps réel. Enfin bon, il y avait plein de données que j'avais un peu anticipées. Et c'est comme ça que j'ai créé le premier comparateur dans le domaine du voyage, en même temps que Chapas créait Quelcou. Et à nous deux, on a été les premiers à vendre du clic, puisque entre 2000 et 2003-2004, on n'était pas nombreux à proposer ce modèle économique, sachant que Google est arrivé en 2006 en France, et que donc on était quand même très très innovant sur le sujet en question. Easy Voyage est devenu assez vite un référent sur le marché français, une porte d'entrée naturelle sur le voyage, puisque j'alliais des contenus et des moteurs intelligents. Jusqu'en 2010, on a été en très forte croissance, on est monté jusqu'à 800 millions de volume d'affaires générés vers les marchands. On a été pendant 20 ans dans les 10 premiers acteurs en termes d'audience dans le monde du voyage, du e-tourisme. Et il faut rappeler que le e-tourisme, c'est 35% du e-commerce. Donc, c'est le créneau le plus important du e-commerce. Et donc, celui où la bagarre est la plus forte. On a développé le site en Europe, en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, avec des succès mitigés parce qu'on n'avait pas assez de moyens. On a fait beaucoup d'opérations financières, mais on n'a pas tapé assez fort. Voilà, si j'ai un regret, c'est que j'étais en position à un moment donné d'être un acteur référent au niveau mondial. J'aurais pu développer les 20 pays qui font le e-commerce au niveau mondial. Et j'ai été un peu mou du genou dans ma capacité à convaincre que je pouvais être un acteur qui allait emporter l'adhésion. Et donc, j'ai fait à moitié, j'étais à moitié européen. Ça, c'est pas terrible. Par contre, j'ai été leader sur le marché français pendant très longtemps et j'ai pesé jusqu'à 10% des ventes de billets d'avion sur le dit marché français. J'ai vendu en 2015 à Webedia, avec lesquels je suis resté 4 ans et demi. C'était le cadre de notre accord. J'ai respecté l'accord et eux aussi du reste. Et j'ai quitté juste avant le Covid. Bon, ça a été une chance. Et donc, je me suis retrouvé en mars 2020 avec des moyens, du temps, de l'expérience, du réseau et de la niaque. Parce que moi, je pense que la caractéristique numéro 1 de l'entrepreneur, parce qu'on parle d'entrepreneuriat, pour moi, l'entrepreneur, évidemment, doit réunir un forme de qualité qui participe à la fois de la vision, de l'animation, du sens tactique et de la gestion, mais aussi et surtout, il doit avoir pour animer tout ça un courage qui permet de transcender en fait toutes les difficultés. Et donc, si je dois retenir une seule qualité de l'entrepreneur, pour moi, effectivement, donc c'est le courage et la détermination. Mais les deux vont un petit peu ensemble, puisque la détermination, elle s'alimente évidemment par ce courage qui te permet encore une fois de vaincre les difficultés, car l'entrepreneuriat, c'est 95% de sueur pour 5% de bonheur. Vous l'avez dit, en 2015, vous avez ouvert le capital de votre société à Webedia et à la suite de votre accord l'an dernier, vous avez quitté Easy Voyage. En tant qu'entrepreneur, comment et pourquoi on prend une telle décision ?
Pourquoi j'ai vendu? Parce que prenons dans l'ordre. J'ai vendu parce que le monde changeait, que globalement, l'action que j'avais menée de manière individuelle, je voyais bien que tous les acteurs se regroupaient, les OTA, donc les agences de voyage en ligne, se sont regroupés entre elles. Booking a acheté une centaine d'acteurs en très peu de temps. Audigeo, par exemple, qui vend des billets d'avion, c'est le regroupement de GoVoyage, eDreams et Opodo. Last Minute, c'est le regroupement avec des acteurs tels que Rumbo, Bravofly, etc. Moi, j'étais tout seul. Illigo a été racheté par Audigeo. Et donc voilà, on voyait bien que était venu le temps de la consolidation, que le temps des pionniers était un peu révolu, que les moyens mis en œuvre commençaient à être très conséquents, qu'il y avait des enjeux qui dépassaient complètement ma capacité à investir, que les GAFA rentraient dans la partie, donc Google développant ses moteurs, Facebook annonçant en permanence des projets dans le domaine du travel, qui est probablement leur domaine numéro 1 en termes d'annonceurs. Et puis, n'oublions pas Amazon, qui pour l'instant fait rien, mais qui tôt ou tard passera à l'acte. Je voyais bien que le modèle qui était le mien d'infomédiateur coincé entre les gros acteurs du e-commerce et les agences traditionnelles, les acteurs traditionnels du voyage, c'était un modèle qui était passé un peu de mode, Voilà. Et donc, en fait, comment on prend cette décision? On prend cette décision de manière lucide, courageuse, donc là encore, et responsable. Quand on voit que le moment est venu de faire les choses, il faut les faire, quel que soit le prix à en payer. Moi, j'avais loupé un peu la très grosse sortie 4-5 ans avant, J'aurais pu être une star de l'internet français en vendant très très cher ma position quelques années auparavant. J'ai un peu loupé le coche, à la fois par suffisance, parce qu'il faut bien reconnaître qu'évidemment les qualités qui font entrepreneur, de détermination, de sûreté en soi, t'amènent des fois à aller un peu plus loin que t'aurais dû aller, des fois avec succès, des fois t'aurais mieux fait de t'arrêter un peu avant, et puis de l'autre côté, aussi parce que j'avais un environnement actionnarial qui me poussait toujours en avant et tout le monde trouvait qu'on aurait toujours pu aller plus loin et donc avoir une valeur plus forte, etc. À partir de ce moment, j'ai compris qu'en fait, le jeu était en train de changer, que j'allais pas pouvoir continuer à résister. À ce moment-là, c'était déjà un peu tard pour faire la très grosse opération. J'en ai fait une très belle avec vos médias, j'en avais fait des très belles aussi avant. Mais sans doute que j'aurais pu mieux monnayer ma main. Voilà, c'est comme au poker, Quand t'as une bonne main, des fois, si personne ne mise, ta bonne main, elle ne sert à rien. Il faut savoir attirer, il faut savoir faire monter un peu les enchères. Là-dessus, j'ai peut-être pas été super bon. Et je dis ça pourquoi? D'abord parce que je pense que c'est toujours bien quand on est entrepreneur d'avoir un sens de l'autocritique, et je pense que dans les éléments qui font aussi réussir, c'est de manière indéniable la capacité à ne pas se mentir à soi-même. Je pense que on peut être gonflé à bloc, on peut être déterminé, on peut vouloir bouffer le monde entier. Bon, il y a un moment donné, il faut savoir aussi prendre les bonnes décisions et analyser avec sagesse les situations. C'est pour ça que la frange entre la réussite et l'échec est toujours quelque chose d'un peu ténu, parce que certains ont été un peu plus loin et ont fini par réussir à passer. Et là, on dit, génial, ils sont super déterminés, etc. Puis d'autres, ont calanché un peu trop vite, parce que peut-être qu'ils auraient pu y arriver. Il y a des mauvais qui parfois passent parce qu'ils ont un coup de cul. Il y a des bons qui malheureusement pour eux des fois trépassent parce que l'alignement des planètes n'a pas eu lieu et ils étaient trop tôt ou pas assez où il fallait, etc. Bon, tout ça en fait, il n'y a pas de martingale, Et donc dans un environnement où il n'y a pas de martingale, où il n'y a pas où c'est pas scientifique, où on pose pas une équation avec la même réponse à tout le monde, il faut effectivement ce que j'ai dit tout à l'heure, avoir évidemment une vision, être animé par un bon projet, c'est une vision, il est au service d'une cause. Et ensuite il faut savoir avoir un sens tactique pour l'animer et traverser entre les gouttes le mieux possible. Et dans ce sens tactique, il faut évidemment aussi savoir se remettre soi-même en question, parce que le monde n'est pas que méchant, les gens ne font pas que de t'en vouloir, il y a aussi effectivement des responsabilités qui sont les tiennes. Il faut savoir les analyser pour prendre des bonnes décisions de manière instantanée, au mieux et au pire, pouvoir prendre des bonnes décisions pour le futur. Quand tu relanceras autre chose, il sera temps à ce moment-là de tirer les bénéfices de tes réflexions passées. Et moi, j'ai toujours été convaincu qu'une des qualités d'entrepreneur, c'est aussi le doute, la capacité à douter intelligemment, à s'enquérir, le doute introspectif, le doute qui fait avancer, le doute qui stimule, le doute qui alimente et sublime tes réflexions, et en même temps te fait parfois prendre des décisions plus mesurées que celles que tu aurais prises, parce que en fait dynamisme ça veut pas dire sauter partout, Les gens qui confondent aujourd'hui vitesse et précipitation, et ça je pense que c'est l'une des caractéristiques de la jeunesse triomphante des start-upers que tu rencontres toute la journée. Voilà, ils sont tous convaincus que leur projet est génial, qu'ils vont révolutionner le monde, et à la fin ils font 2 petites levées de fonds, et ils récupèrent 1 million et ils finissent par aller cultiver leur rosier en province, dans un pavillon de banlieue. La réalité c'est que tout le monde ne vit pas le grand soir, et il y a plus de déboires que de grand soir, faut le savoir. Ça permet de mieux voir ta route et en tous les cas d'avoir une certaine retenue et une certaine hauteur aussi par rapport à ce que tu fais. Je pense que quand tu es entrepreneur, t'es pas non plus le bon Dieu. Donc quand tu fais des choses chouettes et que tu gagnes un peu de rond, tant mieux. Après, il faut aussi donner du sens aux choses. C'est ce qui est intéressant aussi dans le business, c'est qu'au-delà des EBITDA,
Voilà, l'EBITDA n'est pas une stratégie, pour moi c'est une conséquence au service d'une cause, quoi. Et c'est quoi la cause qu'on défend? Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les jeunes entrepreneurs que j'ai pu côtoyer, soit en tant qu'investisseur, soit en tant que conseilleur, le conseilleur étant pas le payeur, mais souvent les gens viennent te voir pour te poser des questions, te demander ton avis, etc. sur telle ou telle situation, on constate qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui sont en quête de sens aussi et créent des boîtes qui ont des suppléments d'âme, et ça c'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien, enfin, c'est plutôt mieux même que la génération juste avant qui pensait un peu trop au blé. Suite à votre départ d'Easy Voyage, vous l'avez dit, vous aviez du temps, de l'argent, du réseau et des connaissances, et vous avez couplé tout ça pour fonder Fairmove, le premier portail de tourisme responsable. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Fairmove, selon vos mots, qu'est-ce que c'est? Alors Fairmove, déjà c'est une marque originale, puisque c'est une marque de voyage qui ne comporte pas le mot voyage, contrairement à 90% des marques en question. Et pourquoi? Parce que l'idée c'est de faire un portail loisir plus que voyage, considérant que le voyage c'est un sous-ensemble des vacances, et que les vacances elles-mêmes sont un sous-ensemble du monde du loisir, et notamment ce monde du loisir englobant tout ce qu'aujourd'hui les jeunes comme toi Margot appelaient l'expérience, puisque tout est expérience de nos jours, et les gens sur Instagram envoient des photos de leur salade de midi parce que c'était une expérience. Le monde du loisir en tous les cas doit se réinventer sur l'autel de ces considérations, et agence de voyage est un terme totalement désuet, agence ça veut plus rien dire, et voyage, encore une fois c'est restrictif. Donc le move, c'est justement la capacité à se déplacer, à faire des choses, à être dans l'action, le voyage commençant en bas de chez toi jusqu'au circuit en circuit. Ça, c'est l'acte 1, et le faire, c'est la réinvention des modèles de voyage autour, effectivement, des nouvelles valeurs du voyage, que sont donc l'éthique, l'immersion et l'écologie, puisque le voyage, après avoir été de manière consensuelle, un rapprochement entre les peuples, et donc quelque chose qui était très positif. En fait, il y avait une confiance absolue dans les valeurs du voyage. Maintenant, il y a plutôt une défiance autour, effectivement, de ce que je viens d'évoquer là, c'est-à-dire d'abord l'empreinte carbone, évidemment, en matière de transport, et puis au-delà, les conditions d'exploitation des différents produits hôteliers, notamment à l'étranger. Fairmove, c'est quelle est l'idée? L'idée, c'est de dire que on va continuer à voyager, parce que moi, je ne crois pas donc à la décroissance à 100%. Je ne pense pas qu'effectivement, donc, on va pouvoir trouver près de chez soi le goût de l'ailleurs. Et le goût de l'ailleurs, en fait, c'est un moteur. Et c'est un moteur très puissant, et c'est un moteur qui est porteur de beaucoup de valeurs, parce qu'encore une fois, c'est plutôt des valeurs d'universalisme, des valeurs de rapprochement entre les peuples, des valeurs d'altérité, de compréhension, d'immersion. Voilà, le goût de l'ailleurs, c'est très positif et c'est plutôt à encourager. Alors, il se trouve que ça a des conséquences donc négatives sur un certain nombre de choses, à commencer par l'empreinte carbone. Alors, si on dit on prend l'aérien, l'aérien c'est 2,8% de l'empreinte carbone mondiale, et donc dans cet aérien, on pourrait se dire si on prend plus l'avion, il y aura plus d'empreinte carbone. Sauf que si on prend plus l'avion, nous, ça va rien changer la problématique des Chinois, des Indiens qui chaque année accèdent à des bons niveaux de consommation et qui eux, comme première matérialisation de leur nouveau pouvoir d'achat, veulent 3 choses, de la clim, une bagnole et voyager. Tu pourras toujours leur expliquer que tu as été 20 fois dans plein de pays, à eux, ils pourraient pas venir une fois chez toi, voilà. Et ça, si tu veux, c'est un message qui passera jamais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre propre les avions. Et donc, on a un objectif à 10 ans, 10-12 ans, d'avoir un avion propre qui sera décarboné complètement, sans doute à base d'hydrogène. Mais, dans l'intervalle, on va déjà œuvrer pour baisser les 2,8. Comment on va œuvrer? Alors là, il y a plein de solutions, mais je peux en donner comme ça 4, 5, 6, qui vont du roulage qui pèse 10% de l'empreinte carbone d'un avion, qu'on va limiter, puisqu'on va réduire les temps de roulage au sol dans les aéroports. On va faire en sorte que ce roulage se fasse à l'électrique avec des batteries dans les roues, ce qu'on appelle le green taxi. On va changer 10% aussi de l'empreinte carbone grâce à l'atterrissage, parce qu'aujourd'hui on a l'atterri par palier, et donc ça produit beaucoup d'empreinte carbone, et donc on va atterrir directement, et là on va encore gratter 10%. On peut gratter 85% de l'empreinte carbone en fonctionnant au biocarburant. Alors les biocarburants valent 3 fois le prix aujourd'hui du kérosène, donc c'est 1% pour l'instant des carburants utilisés. Mais évidemment, plus on va en utiliser, plus on va les développer, plus on les développe, moins ils coûtent. Et donc, on va très vite arriver à des coûts qui seront intéressants, et on pourrait avoir 50% dans les moteurs de biocarburant. 50% qui va donc être réduit de 85%. On allège les avions, on vole moins vite, etc., etc. Et donc, tout ça, mis bout à bout, fait qu'on va réduire l'empreinte carbone de l'aérien. On va pouvoir, je pense, le diviser par 2, avec un point d'arrivée à 10-12 ans, qui sera effectivement l'avion propre. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut absorber. Donc, il faut planter des arbres. Alors, certains, maintenant, mettent ça en question, disant, mais planter des arbres, c'est finalement le droit de polluer. Pas du tout, parce que, en fait, la planète a besoin d'être forestée. Il y a plein de pays qui n'ont pas les moyens de le faire de manière évidente, notamment plein de pays d'Afrique, Madagascar, typiquement. Vous avez des pays qui ont été ravagés totalement. Il n'y a plus de végétation. On pense à Haïti, 95% a été dévasté. Et donc, il faut replanter. Il faut pouvoir, parce que ça a des impacts évidemment sur le climat, ça a des impacts sur les cultures, tout ce qui est le développement de la reforesterie, etc. Donc, d'un côté, on va miser sur la technologie. Donc là, il y a vraiment un enjeu technologique extrêmement fort. De l'autre, on va moins voyager et on prendra moins l'avion pour des courtes distances, des week-ends à la con, etc. Ce que j'appelle le voyage d'opportunisme, le voyage fume-gueule.
chewing-gum, paquet de chewing-gum, 30 € Lisbonne, le gars il va à Lisbonne parce que c'est 30 €, quoi. D'ailleurs, toutes ces compagnies low cost qui sont développées en province, quand elles te font le Limoges et Édimbourg, bon bah voilà, le gars il dit, dis donc Martine, est-ce qu'on irait pas à Édimbourg? Alors il dit, mais c'est où Édimbourg? Alors il commence à regarder où est Édimbourg, qu'est-ce qu'il y a à faire à Édimbourg, mais à 70 €, il se pose la question, mais à 39, Martine elle monte dans l'avion, allez hop, et les voilà partis pour Édimbourg, passer le week-end. Et donc ça, c'est débile, parce qu'en fait, ça n'apporte pas grand-chose, c'est pas préparé, c'est donc mal digéré. Et donc moi je pense qu'on va retrouver une forme d'authenticité dans le voyage, où on va mieux le préparer en amont. On sait que le voyage, comme l'amour, 80% du plaisir, c'est l'attente. Donc la préparation, voilà, on peut fantasmer et on peut commencer à s'immerger. Et en plus maintenant, il y a des contenus qui sont de plus en plus immersifs et qui permettent d'avoir justement à la fois de l'échange de connaissances et aussi même un début de sensibilisation, un début d'émotion à la destination. Donc moi, je pense qu'effectivement, les modèles vont être totalement repensés sur l'autel de ces valeurs écologiques, immersion et éthique. Éthique, pourquoi? Parce que à destination, on sait bien, Houellebecq l'avait très bien décrit dans Plateforme dès le début des années 2000. Plateforme, ça doit être 2004. On voyait qu'il y avait un déséquilibre nord-sud. Bon, et donc l'idée que des petits basanés mal payés seraient au service de vieux blancs à 10 peu, c'était évidemment une vision du monde qui peut pas fonctionner parce que on crée tous les traumatismes qui ensuite génèrent toutes les frictions qu'on peut imaginer. Et donc, il y a une nécessité que les gens à destination vivent dignement de leur travail, soient heureux de le faire et que donc qu'il y ait un juste prix des choses. Le voyage a trop œuvré sur le prix, a trop écrasé les prix, a trop fait croire qu'on pouvait voyager pour rien. Et ben non, quand tu voyages pour rien, c'est qu'effectivement, tu voyages sur les malheurs des autres. Voilà, parce que le rien n'existe pas. Et donc ça, c'est aussi à remettre en question et à dire, pour 100 € d'écart, peut-être qu'effectivement, tu crées des équilibres très différents. Est-ce que tu as envie d'exploiter un déséquilibre momentané qui ensuite, de toute façon, finit par arriver ici, puisque ce qu'on a bien compris du monde, c'est que les soubresauts du monde, aujourd'hui, touchent tout le monde. Personne n'est à l'abri des soubresauts en question. Ça renvoie à une autre notion par rapport au décroissant, qui est de dire, le voyage, c'est 10% de l'emploi dans le monde. Le voyage, c'est 10% de l'emploi direct, mais c'est 20% les emplois indirects. Le voyage, c'est une croissance de 5 à 10% des emplois chaque année. Là où l'agriculture a divisé par 2 en l'espace de 20 ans. Là où les emplois manufacturiers baissent de 5%. Là où la techno, la robotisation, en permanence, est en train de prendre le dessus sur l'emploi humain. Donc, qu'allons-nous faire de tous ces gens qui, en plus, meurent maintenant de moins en moins, puisque on recule la mort, personne ne veut mourir, et en plus, on est de plus en plus nombreux parce qu'il y a de plus de naissances. Donc, on va finir à 10 milliards cette planète. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens? Et à un moment donné, effectivement, il faut se poser les bonnes questions. Donc, dire, on voyage plus. Alors, admettons, on voyage plus, mais là, on condamne tous les pays qui veulent du tourisme. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font après? Ils prennent des bateaux pour venir ici. Et après, on gueule et on dit, qu'est-ce qu'ils foutent à Porte de la Villette avec leur tente quechua? Bah oui, mais on a créé les conditions pour qu'ils soient là. La réalité, c'est que si on veut un monde d'équilibre, le mec qui brave les océans pour venir ici, et pépère, il ne demande rien, lui, il serait bien resté chez lui. D'ailleurs, ceux-là, c'est les plus courageux. C'est ceux qui sont prêts à aller vraiment au bout d'une démarche pour effectivement se réaliser. Mais ce mec-là, on lui aurait confié un petit resto à Dakar ou sur la petite côte au Sénégal ou à Saint-Louis du Sénégal ou en Casamance, etc. Il aurait été le plus heureux des hommes. Il aurait acheté le poisson à son cousin qui du coup aurait eu une débouchée et ils auraient acheté des poireaux, je sais pas qui, ou les ignanes ou les mangues et on crée des économies, des dynamiques, des écosystèmes vertueux. Voilà. Et donc, le voyage a une vertu, c'est que il irradie toutes les couches, toutes les strates de la société et il permet à des gens de facilement y rentrer et de s'épanouir et d'évoluer et de progresser et de s'élever. Voilà. Le voyage, c'est à la fois le rapprochement des peuples et puis l'élévation individuelle. Et donc, moi, je prône un voyage moteur et locomotive de la réinvention du monde, à la fois autour des technologies, à la fois autour de la considération pour les autres populations, à la fois autour de la réinvention du local. J'ai une vision globale de la réinvention locale dans une dynamique positive, quoi. Voilà. Ça, je pense que c'est la principale fonction du voyage, en fait. C'est d'être vertueux. Et d'où le nom Faire Move, parce qu'évidemment, le faire est la démonstration de tout ce que je viens d'expliquer. On le voit, vous êtes un homme passionné, et justement, qu'est-ce qui à l'origine vous a donné cette envie d'entreprendre? Ça, c'est une question à laquelle j'ai à la fois beaucoup réfléchi, beaucoup répondu, et sans avoir forcément toujours la bonne réponse, parce que, évidemment, des mécanismes comme ça, générateurs de profils, de volonté, de détermination, d'ambition, on sait jamais trop d'où ça vient. Moi, je raconte toujours que j'ai toujours voulu me réaliser et dans cette réalisation, en fait, comme je lisais beaucoup quand j'étais jeune, je voulais me confronter un peu à tous les héros que j'avais pu rencontrer par mes lectures, puisque vous n'avez pas beaucoup d'héros sinon. J'avais bien compris que j'avais toujours envie d'aller voir ailleurs. Quand je parlais tout à l'heure du goût de l'ailleurs, voilà, moi j'ai eu très jeune le goût de l'ailleurs parce que j'étais rattaché peut-être à un petit territoire. Je voyais bien que le monde était beaucoup plus vaste, que ça offrait beaucoup de perspectives et surtout, moi j'avais bien compris qu'il fallait se mettre en situation pour qu'il se passe des trucs. C'est-à-dire que moi j'ai toujours fait un tas de choses, j'ai pris des risques, je me suis mis en situation et j'ai géré
gérer après les situations au fur et à mesure qu'elles se présentaient, qu'elles se déroulaient, en n'ayant pas forcément tous les codes par avant, mais en essayant de décoder, de comprendre, de m'adapter aux situations. Qu'est-ce qui fait que j'ai voulu être entrepreneur? C'est la conséquence un peu de tout ça. C'est-à-dire que entrepreneur, c'est la capacité à passer de la réflexion à l'acte, c'est de mettre en œuvre les choses, et c'est de passer du stade de l'idée au stade de la conceptualisation de l'idée et au stade après du délivré. Et moi, j'ai toujours voulu être du côté de ceux qui délivraient, qui agissaient. J'aurais pu faire de la politique aussi peut-être, hein. J'aurais sans doute été dans cette même démarche. Il se trouve que, j'ai jamais été confronté à des gens qui faisaient de la politique, et deux, entrepreneur, j'avais lu plein de bouquins, etc., notamment les bouquins de Sulitzer. Moi, j'étais un fan de Sulitzer, ce qui paraît un peu naïf, quoi, et un peu même, dirais-je, petit comme explication, mais c'est pas plus bête que le gars qui voit un match de foot et qui voudrait être Mbappé, quoi. Voilà, moi, je voulais, dès le départ, je lisais les histoires de Simbali, etc., donc le gars en Afrique du Sud, il vend sa montre, après il monte des business, etc. Moi, ça me fascinait parce qu'en fait, ça démontrait que la capacité individuelle à faire les choses, le fait que le volontarisme te permet d'arriver à beaucoup de choses, quoi, et que la volonté, au-delà des qualités, etc. Moi, j'avais pas beaucoup de qualités, mais j'en avais une, c'est de croire que j'en avais, quoi. Et donc, ça m'a toujours poussé, et en même temps, j'ai jamais eu peur de me confronter aux réalités, quoi. Et en fait, c'est ça, je pense. Être entrepreneur, c'est finalement se confronter au réel. Parce que quand tu fantasmes dans ta petite chambre, quand tu imagines les choses, personne n'est là pour t'apporter la contradiction. Et éventuellement, même quand on te l'apporte, tu peux toujours la réfuter, contre-argumenter, etc. Mais quand tu es entrepreneur, que tu mets des produits sur le marché, là, tu vois ce qui se passe. Là, tu vois si les gens adhèrent, si ça remplit une fonction, s'il y a matière à la développer, si tu es en capacité à le faire. Je pense que finalement, l'entrepreneur, c'est effectivement prendre le risque de se confronter au réel. Et il y a plein de gens qui, dans leur vie, font l'inverse, c'est-à-dire ne s'exposent pas, ne mettent pas en situation, prennent pas de risques, font exactement l'inverse, surtout être pépère dans son coin. Moi, j'ai jamais voulu être pépère dans mon coin. J'ai fait que des trucs, j'ai toujours été en danger. Quand j'ai fait sport-études, j'avais jamais joué au hand de ma vie. Je me suis présenté au test, voilà, j'étais le seul. Il y avait des gars qui jouaient depuis 10 ans. Il y avait un gars, je me rappelle de son nom, Champeau. Il jouait depuis 10 ans. Moi, je jouais depuis 10 jours. Voilà, je m'étais entraîné, etc. pour aller au truc. D'ailleurs, c'était très marrant parce qu'ils se connaissaient tous, les gars, à la sélection. Et j'étais le seul personne ne connaissait. Et pourquoi je jouais pas? Donc, c'était débile. Être venu là, avoir réussi à être à cette détection, c'était un non-sens total puisque j'avais une chance sur, je sais pas combien, d'être pris. J'avais aucune chance d'être pris. Et pourtant, ils m'ont pris. Et après, ils ont voulu me virer parce qu'ils me trouvaient trop nul. Je leur ai dit, écoutez, laissez-moi un peu de temps, vous allez voir ce que vous allez voir. Parce que j'ai compris assez vite, au bout de 15 jours, 3 semaines, que finalement, c'était pas si compliqué que ça et que j'allais y arriver. Moi, je montrais le double de tout le monde. Et au bout de 3 mois, 4 mois, j'étais dans le game. Et ça t'apprend quoi? Ça t'apprend que, encore une fois, les seules limites sont celles qu'on se fixe, cette formule. Mais je pense pas que ce soit aussi vrai que ça. Mais en tous les cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'auto-limitent, partant du principe qu'ils pourront pas y arriver. Et moi, je pense exactement le contraire. C'est que finalement, moi, quand je vois quelqu'un qui fait un truc, je me dis, il doit pouvoir aussi y arriver, quoi. En fait, je pense que l'entrepreneur, c'est quelqu'un aussi qui avance par comparaison. Parce que finalement, il essaye de comprendre les situations. Il y a une dimension sociologique de l'entrepreneur. C'est-à-dire que moi, quand je vais au resto, j'écoute les discussions, etc. Ben voilà, ça me nourrit. Je vois comment les gens se comportent. Tout ça, effectivement, te nourrit. Et donc, l'entrepreneur, c'est l'addition de plein de qualités, à la fois d'observation, d'analyse, de mise en œuvre, d'entraînement. Ces qualités-là étaient des qualités que j'avais développées assez jeune, en fait, parce que moi, j'avais le contact, parce que j'ai déménagé chaque année avec ma mère, et donc j'avais une nécessité à refaire du lien rapidement, et donc j'étais assez doué là-dedans. J'ai beaucoup appris, à la fois dans les livres, mais aussi dans les échanges, les discussions, les rapports humains. Les rapports humains te nourrissent, quand tu sais t'en servir. Vous avez participé à l'émission Qui veut être mon associé? Pour rappel, cette émission a pour but de faire se rencontrer des investisseurs et des apporteurs de projets. En tant qu'investisseur, comment on choisit le projet, l'entreprise qu'on souhaite soutenir? Alors écoute, moi j'étais un peu le glandu de l'affaire, parce que moi j'étais pas vraiment investisseur, c'est-à-dire que j'ai investi dans une dizaine de boîtes, je sais pas si ça fait de toi un investisseur. J'ai écrit un livre par exemple sur le voyage, ça fait pas de moi un écrivain. On parle d'écrivain voyageur, moi je suis plutôt un voyageur qui a écrit. Là c'est pareil, on parle d'entrepreneur investisseur, d'investisseur entrepreneur. Voilà, moi je suis un entrepreneur qui veut prendre des positions dans telle ou telle boîte, mais je me suis jamais considéré comme investisseur. D'ailleurs l'émission je l'avais jamais vue, je l'avais vue rapidement, la bande-annonce, j'avais trouvé ça pas terrible comme émission, et donc voilà, je me suis pointé là-bas en n'ayant vraiment pas le début de de savoir ce qui allait se passer concrètement, etc. Au final, je me suis pas trop mal démerdé, je pense. J'ai démarré mollement et j'ai accéléré par la suite. Par rapport à des gars comme Marc, ça fait 30 ans qu'il fait investisseur. Bon, il a fait ça, il incarne même la French Tech, même s'il est plus âgé que les nouveaux visages de la French Tech. Mais ceci étant, voilà, ça a été l'incarnation Marc de la réussite triomphante des pigeons, des start-upers. Ensuite, Anthony, c'est un peu la même chose avec 20 ans de moins. Et ensuite, Delphine, elle était en saison 2, elle avait bien effectivement le rythme de l'émission. Et Eric, lui, c'est un vrai investisseur aussi. Il investit dans plein de boîtes, pose des questions très précises sur les business, etc. Et après, il y avait, qui ont été moins présentes, Isabelle Veil et Sophie, de Paul & Joe. Elle était plus dans mon registre. Moi, mon registre, c'est de m'intéresser d'abord à l'homme. C'est-à-dire que moi, je me dis, tiens, est-ce que ce gars-là, ou cette fille-là, ou ce gars et cette fille, parce qu'il y a eu plein de cas de figure possibles, a une capacité à porter un projet
Ensuite, est-ce que j'adhère à la manière dont il opère, dont il voit les choses, quoi? Est-ce que je me sens associé, en capacité à m'associer à cette démarche? Et dans cette capacité à s'associer, est-ce que je peux lui apporter quelque chose? M'associer avec un type à qui je peux rien apporter et juste me dire que je vais compter mes 6 caves en me disant que je vais faire un multiple sur le dos de ce brave mec, c'est pas vraiment mon style. Moi, j'ai toujours fait de l'argent tout seul et tout ce que j'ai, je le dois qu'à moi-même. Donc, l'idée d'investir, c'est aussi de m'investir, pour répondre à ta question, aux côtés de ceux que je pourrais aider, ceux avec qui je pourrais servir d'accélérateur ou de modérateur selon les cas, parce qu'il y a aussi des gens qu'il faut modérer. Et donc, dans l'émission, alors après, il y a aussi un spectacle. L'émission de télé, c'est aussi un petit show. Donc, de temps en temps, j'ai fait un peu le malin. Pas trop non plus, parce que c'était pas une émission sans Nadir, et que la star, c'était l'entrepreneur, c'est pas nous. Écoute, comment au-delà des hommes, quand on juge les business, il faut savoir que cette émission, on est projeté dans l'arène en n'ayant aucune information sur le cas qui passe. On n'a aucun temps de préparation sur les chiffres du marché, sur un tas de trucs qu'on pourrait aller chercher. Là, on découvre le sujet et on doit se positionner assez vite au travers du speech d'entrepreneur, des questions-réponses, et ensuite un petit temps de réflexion personnelle qui peut être aussi lié à du ressenti, à la pulsion, à de l'intuition. L'intuition, c'est une synthèse de démarche intellectuelle. Une démarche intellectuelle rapide qui permet de dire là, je pense qu'il y a un truc sans avoir forcément décortiqué les éléments. Voilà, donc il y a une part d'intuition, il y a une part de connaissance des marchés, parce que des fois tu tombes sur un cas où tu connais plus ou moins le business. Il y a évidemment une part d'humain, et puis après il y a un deal business, puisque le gars te propose un deal. Les deals sont plus ou moins bons. Il y a des gens chez qui j'aurais pu aller, mais dont les valos me semblaient complètement délirants. Il y a des gens qui étaient pas encore assez mûrs pour franchir un cap et je me sentais pas en capacité de les aider. Il y a des gens qui étaient sur des secteurs qui m'intéressaient pas du tout, dans lesquels je voyais pas trop ce que j'aurais pu leur apporter. Puis après, il y a eu des rencontres qui m'ont plu. Il y a des personnages, des profils, où certains, des fois, je me suis retrouvé un peu en eux aussi. Je pense qu'il y a aussi une part de projection rétrospective qui est intéressante et je me dis, tiens, celui-là, il me ressemble ou celle-là, elle me ressemble. Quelqu'un qui te ressemble, déjà, tu peux pas réussir à ne pas l'aimer. Il y a déjà un début de réalité. Il y en a une qui est venue et qui a dit, ah, moi, monsieur Nadir, je suis comme vous, j'ai fait sport et ça a créé un climat, je me suis dit, bon, et elle, je pense qu'elle était plus douée que moi. Et ceci étant, voilà, ça crée un petit climat. Mais juste pour dire une chose là-dessus, pour finir, moi, j'étais dans un schéma qui était assez spécial puisque, on va dire que cette émission, elle est construite autour de Simoncini. Au milieu, il y a Simoncini. Il est avec son t-shirt gris, ses cheveux en arrière, sa petite chaînette et son tatouage. Et donc, les gens qui arrivent dans l'émission sont tous fixés sur Simoncini. Après, ceux qui avaient vu l'émission l'an dernier, ils regardaient Delphine et l'archevêque pour essayer de les convaincre. Et après, il y avait de chaque côté, moi et Anthony en général. Donc moi, je mets ça les gens de la bordure. Et donc, nous, il fallait déjà qu'on surjoue un peu pour que les gens nous repèrent. Et quand il y avait un deal sur lequel tout le monde voulait aller, on était d'office un peu les exclus. Donc, il a fallu qu'on arrive à se positionner. Et ça a été marrant. Je fixe ça pourquoi? Pour dire juste que, une nouvelle fois, c'était une prise de risque. Voilà. Moi, cette émission, j'ai aucune idée de comment elle sera montée, qu'est-ce qu'on en verra, etc. Ça se trouve, je passerai pour un débile intégral. Je sais pas du tout parce que j'ai fait des blagues, tout ça. Est-ce que les gens pourront des blagues? J'en sais rien. On verra bien. Mais toujours est-il que, parler de passion tout à l'heure, donc ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai beaucoup d'énergie et surtout, c'est une énergie qui s'alimente, quoi. Et donc, au début, j'étais un peu mou du genou parce que j'y comprenais rien. Et puis, j'ai commencé à comprendre comment ça marchait. Puis, ça m'a plu. Et à la fin, quand ça s'est arrêté, parce qu'on a quand même tourné 7 jours, et on tournait de 8h du matin à 9h du soir. Donc, c'est extrêmement intensif. 7 cas par jour. T'as 1 heure par cas, un quart d'heure, une demi-heure, et entre les cas. C'est un rythme très soutenu. Et donc, à la fin, quand ça s'est arrêté, là, j'étais déçu parce que là, je commençais à être bon. Je me suis dit, c'est dommage. Ils arrêtent quand je commence à être bon. Et donc, ça m'a plu. Et donc, pour finir, je trouve que c'est une émission qui est très intéressante parce que elle valorise l'entrepreneuriat français. Elle le montre sous un angle qui n'est pas que bienveillant, que positif, que bisounours, quoi. C'est-à-dire que le business, encore une fois, c'est de l'exposition, c'est de la balafre, c'est des cicatrices, c'est sortir de sa zone de confort et donc c'est se mettre en danger. Et ça, c'est une lecture qu'on peut les gens parce qu'en fait, aujourd'hui, on pense que créer une boîte, comme c'est le truc qui part à la mode, c'est à la portée de tout le monde et que la création de la boîte est une fin en soi. Alors non, c'est que le début de l'aventure. Et après, il faut savoir que tu vas souffrir, que tu vas suer du burnou, tu verras tes potes qui ont des jobs, qui sortent à 18h pour aller boire des bières, pendant que toi, tu bosses jusqu'à minuit. Et à un moment donné, tu vas être privé de ta vie sociale. Moi, je dis souvent, créer une boîte, c'est pas savoir ce qu'on veut gagner. Ce qu'il faut, c'est additionner tout ce qu'on est prêt à perdre. Et en général, tu vas le perdre. C'est quoi que tu vas perdre? Tu vas perdre en général ton appart, parce qu'à un moment donné, tu vas être tendu sur le plan du blé, tu vas devoir prendre un truc plus petit, on chez tes parents, CF Mazella, la Blacard, qui au bout de 4 ans avec covoiturage.fr est reparti vivre dans sa chambre de ses parents en banlieue. Tu vas perdre ta gonzesse, parce qu'à un moment donné, elle a marre de sortir avec un type qu'on voit jamais, d'aller seul aux soirées, ou d'avoir un mec crevé qui dort tout le temps, ou d'ailleurs, c'est pareil pour les mecs par rapport aux nanas, parce que là, je parle plutôt dans mon exemple, mais l'inverse est vrai aussi, sans doute. Tu vas perdre tes amis, parce que tu vas plus les voir, etc., donc ils vont commencer à considérer que tu les stops, et au bout d'un moment, il y a un gap qui se crée entre eux et toi. Tu vas perdre ton physique, parce qu'à part Simoncini, les autres, normalement, tu y laisses pas mal de gomme. En fait, créer une boîte, c'est un engagement total qui ne tolère pas, en tous les cas, l'approximation entrepreneur. C'est aller au bout et c'est se donner totalement, comme sportif de haut niveau, comme grand musicien, à tous les domaines. Pour atteindre l'excellence, il faut se donner totalement. Il n'y a pas de juste milieu. Ça arrive après, une fois que tu as réussi. Et entre le début de l'histoire et la fin de l'histoire, il y a souvent 10 ans. Et 10 ans, c'est long.
Et justement, quel conseil donneriez-vous à toutes ces personnes qui nous écoutent, qui aimeraient entreprendre à leur tour, mais qui n'osent pas forcément le faire ? Des fois, il faut pas le faire, hein. Mon premier conseil, c'est déjà que tous ceux qui hésitent continuent à hésiter et prennent les décisions qui conviennent. C'est-à-dire que des fois, tu peux ne pas y aller. Si t'es pas prêt à faire ce que je viens de dire, c'est-à-dire à remettre en question l'addition de tout ce que je viens d'évoquer et ta région, etc., parce que après, tu rentres plus le week-end, hein, tu bosses tous les week-ends. En tout cas, moi, c'est mon expérience. J'ai bossé tout le temps, j'avais 2 boulots en même temps, ou 3, etc. Quand tu pars de zéro et que tu veux arriver quelque part, si tu veux, t'as pas le choix. Il faut que tu mettes les bouchées doubles, voire les bouchées triples, hein. Donc le premier conseil, c'est de savoir ça, et c'est de se dire que peut-être que t'es fait pour autre chose et que c'est pas grave, et que parce que ton frère fait ça, ta cousine a réussi, je sais pas quoi, que il faut se sentir obligé d'en faire autant pour essayer d'épater les filles ou d'épater ta famille. Je pense qu'il faut bien être sûr de ta capacité à faire. Des fois, on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps, on n'est pas capable d'eux. Donc deuxième chose, une fois qu'on a envie d'y aller, il faut partir du principe que on va donner tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure et que globalement c'est un positionnement et un investissement à temps plein, qu'on est prêt à le faire et qu'on va y trouver du plaisir dans sa capacité, encore une fois, à se réaliser, à avoir des clients, à écouter les clients, à accompagner le mouvement, à être locomotive, etc. Troisièmement, je pense démarrer avec un physique, il faut être en forme, parce que globalement, tu vas avoir des pressions, il faut être capable de résister à la pression, et donc ça renvoie à un quatrième élément, c'est que c'est pas mal d'avoir des associés, parce que je pense que l'association, on voit bien, hein, tous les petits jeunes qui se lancent, ils sont tous à 2 ou à 3 en général, et ça c'est hyper utile, parce que je pense que c'est important de pouvoir partager les problématiques et pas être tout seul face à des réalités compliquées, au poids parfois psychologique assez lourd qu'on a à porter. Et quatrièmement, il faut savoir évoluer dans son management, hein, parce qu'au début, on règle tous les problèmes au bar d'en bas avec une bonne bière, donc entre potes. Et puis, au bout d'un moment, quand tu as 100 salariés, c'est plus au bar d'en bas que tu règles les problèmes, c'est au prud'homme. La réalité, c'est qu'il y a toute une maturation accélérée, et il faut en avoir conscience, et il faut savoir aller vite dans cette évolution. Et puis, cinquièmement, il faut savoir prendre des décisions difficiles et douloureuses. Des fois, il faut couper un investissement alors que tu avais promis je ne sais quoi à je sais pas qui. Des fois, il faut se séparer de collaborateurs qui pas toujours démérités, mais qui sont plus adaptés à une situation. Donc, il faut savoir faire les choses avec humanité, mais il faut savoir les faire. Et puis ensuite, il y a effectivement cette idée que le business, c'est pas forcément une fin en soi. Le business, c'est au service d'une cause. Quelle est cette cause? Qu'est-ce qui permet de t'animer sur du long terme? Est-ce que tu arrives à te ressourcer tout en avançant? Parce que sinon, de toute façon, tu t'épuises, tu finis par calancher. Il y a quand même plein de mecs qui font des burn-out, etc. Bon, voilà. Et puis, dernier conseil, je pense qu'il faut savoir lever de l'argent. Il faut aussi savoir ne pas en lever. C'est-à-dire que globalement, tout le monde maintenant fait des levées, et on a l'impression que la levée, là encore, est finalement la conclusion. Alors, la levée, c'est des moyens au service d'une cause, et des fois on oublie un peu la cause, quoi. Donc je pense que un projet entrepreneurial, c'est un projet, c'est une ambition personnelle, mais c'est une ambition qui dépasse sa propre situation. Un projet réussi, c'est un projet qui embarque plein de gens à des niveaux différents, mais avec tous sur motivation, parce qu'ils adhèrent au projet, parce qu'ils l'ont compris, parce qu'ils portent un peu de ces valeurs-là. Un projet peut pas être l'œuvre d'un seul homme. Au début, oui, c'est la vision, et ensuite la réalisation doit être concrétisée par une équipe, par des gens autour, par des gens qui vont eux-mêmes apporter leur contribution. Et le meilleur projet, finalement, ou la meilleure réalisation, c'est la réalisation dont on se retrouve un jour dépossédé, parce que dans son évolution, il y a plein de gens qui l'ont fait aller plus loin, quoi. Et je pense que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a compris tous ces cycles-là, sans avoir forcément tout anticipé. En tous les cas, à la capacité à les assumer. Entrepreneur, c'est un vrai choix de vie. Ça, faut l'avoir bien intégré. C'est pas un choix métier, c'est un choix de vie. Et les choix de vie ont toujours un prix. Merci Jean-Pierre pour ces paroles vraiment très enrichissantes. Cela signe la fin de notre épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Next. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.